Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 57 où pendant 1 heure je vais essayer de répondre aux questions que me posent les membres plus du site formation informatique avec Cédric.fr. Quoi qu'il en soit, si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou si vous regardez sur le site et que vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire en vous rendant simplement sur la page d'accueil du site que vous voyez à l'écran. À partir de là, vous avez un bandeau bleu, vous allez pouvoir mettre votre prénom, mettre votre adresse email, cliquer sur oui, je veux m'inscrire. Et à cette occasion, eh bien, vous aurez accès à des vidéos gratuites que je vous offre, des modules pour gérer vos mails, pour apprendre à gérer vos photos et plein d'autres modules qui vont arriver petit à petit. Si toutefois vous regardez cette vidéo et que ça ressemble plutôt à ça, n'hésitez pas, c'est que c'est la nouvelle version du site que je suis en train de mettre en place. Donc à partir de là, eh bien, vous aurez la possibilité de vous inscrire exactement comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et puis vous verrez ici les modules à disposition. Voilà. Maintenant que cette petite introduction est terminée, nous allons pouvoir commencer ce Demande à Cédric numéro 57. Nous sommes le samedi 4 mars 2017 et après un petit chaos technique, nous avons enfin réussi à revenir en ligne. Et donc bonjour à toutes et tous et bienvenue. Nous sommes 21 et je vais pouvoir répondre à la question de Janine. Alors bonjour Cédric et à tous les membres. Tout est super ici, j'ai regardé la retransmission du DAC d'hier et concernant mon XP, il y a matière à réflexion. Peut-être une machine virtuelle comme l'a suggéré Mario. Merci à vous deux et bon visionnement à chacun de vous. Donc, Janine, effectivement, quand j'ai relu les questions hier pour faire la retranscription au sein du Demande à Cédric, j'ai vu que Mario avait proposé ce système de machine virtuelle. Alors, je vous avoue ne pas avoir trop compris le principe. Une machine virtuelle, ça vous sert à avoir un ordinateur dans un ordinateur. Donc, si vous avez souhaité conserver votre ancien ordinateur de Windows XP, est-ce que ça veut dire que vous avez des logiciels que vous n'utilisiez que sur Windows XP qui ne fonctionnent pas sur Windows 7 ou sur Windows 10? Ou est-ce que c'est tout simplement que vous aimez utiliser votre ordinateur qui est sur Windows XP? Pour vous, c'est peut-être pratique, peut-être voilà. Donc, ce serait le plus simple de dire, parce qu'une machine virtuelle, effectivement, si c'est pour avoir un Windows XP, vous pouvez tout à fait installer une machine virtuelle sur votre Windows 7 ou sur votre Windows 10. Donc, en installant un Windows XP. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc effectivement, Mario avait raison dans ce cas de figure-là. Après, si vous êtes sur Windows XP, installer une machine virtuelle pour émuler votre Windows XP, ça revient à réinstaller un Windows XP sur votre ordinateur. Donc autant utiliser cet ordinateur, surtout qu'une machine virtuelle sur un Windows XP, ça a tendance à être assez gourmand en ressources. Donc sur un ordinateur qui tourne avec Windows XP, c'est pas forcément la meilleure solution à adopter selon moi. Donc ce que moi je vous conseille, c'est soit vous avez besoin de Windows XP et effectivement vous pouvez suivre le conseil de Mario et créer une machine virtuelle sur votre machine Windows 7 ou Windows 10. Je vous conseillerais plutôt Windows 10 parce que j'imagine que c'est votre machine qui est la plus puissante. Et sinon, si c'est pour utiliser une machine virtuelle de Windows XP dans Windows XP, cette mise en abîme va plutôt ralentir tout et il vaut mieux que vous réinstalliez votre Windows XP le jour où vous avez des soucis avec celui-ci. Voilà. Si j'ai bien compris ce que vous vouliez faire, sinon n'hésitez pas à mettre une précision dans le chat directement. Voilà Janine. Gabriel. Bonjour Gabriel. Alors, Cédric, comme aujourd'hui, j'ai perdu un dossier de photos en 1080 et je ne parviens pas à le retrouver. J'ai cherché partout le mystère. Là, malheureusement, Gabriel, à part vous expliquer comment est-ce que vous pourriez éventuellement rechercher, je ne vois pas, ça va vraiment dépendre de votre organisation. Néanmoins, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un explorateur en faisant Windows E ou en cliquant en bas sur le menu démarrer et en choisissant explorateur. Et à partir de là, en haut à droite, vous allez avoir recherché sur ce PC. Si vous vous souvenez du nom de votre dossier, vous pouvez directement commencer à taper les choses ici. Si par exemple, est-ce que je vais taper, je ne sais pas s'il y a des ciels, je vais mettre fond d'écran.
Je vais appuyer sur la touche entrée et normalement il va chercher sur les différents disques de mon disque dur. Parce que ce qu'il faut savoir, ça j'aurai l'occasion d'en reparler dans la formation de recherche, mais ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous êtes dans un disque dur, il va rechercher dans ce disque dur. Par exemple si je me mets ici, voilà, et que je recherche DAC pour les demandes à Cédric, parce que je sais que c'est sur ce disque dur qui sont rangés, il va me les trouver sur ce disque dur, mais il ne cherchera pas ailleurs. Vous voyez, il y a résultat de recherche dans Save, NAS, etc. Donc, il faut bien que vous soyez dans l'explorateur de fichiers au niveau 0, c'est-à-dire là où vous avez tout, dans ce PC. Et à partir de là, lorsque vous allez mettre le nom de votre dossier, il va rechercher partout, dans tous les disques durs que vous avez ici, dans tous les dossiers, dans tous les sous-dossiers. Donc parfois, ça peut prendre un peu de temps. Pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Mais en général, il retrouve les choses. Donc commencez à mettre les premières lettres du dossier, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais pardonnez-moi, je coupe le téléphone, là ce sera fait, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de tout mettre, vous pouvez mettre les premières lettres de votre dossier, et puis à partir de là, ça vous permettra de rechercher. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire une recherche en choisissant, si vous savez que vous avez enregistré vos images au format JPEG, vous pouvez faire étoile.jpg, et à ce moment-là, il va rechercher toutes les photos en JPEG qui sont sur votre ordinateur. Le fait d'avoir mis étoile, il va chercher tous les noms. Étoile veut dire tout, donc tout ce qui a .jpeg à la fin, il va rechercher dedans. Donc comme je vous le disais, tout ça, c'est des choses que je vais vous que je vous apprendrai dans la formation tout trouver, bien rechercher. Et donc vous avez cette possibilité-là. Donc là, par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de fichiers JPEG qui vont apparaître. Mais si par exemple, vous avez même le nom d'une image, si par exemple vous savez qu'il y a une image qui s'appelle 1080, vous pouvez très bien cumuler, c'est-à-dire dire 1080 étoiles .jpg, ça veut dire que toutes les photos qui ont 1080 dans votre dossier et qui se finissent par .jpg vont apparaître. Donc en théorie, moi, il n'y a rien puisque j'ai pas d'image qui s'appelle 1080. Pardonnez-moi, mais si j'en mets une, il va la trouver. Et ça fonctionne également, c'est-à-dire que vous pouvez mettre l'étoile avant, vous mettez étoile 1080, ça veut dire que s'il y a des choses avant 1080, c'est avant qu'il faut mettre votre étoile. Voilà Gabriel, vous pouvez rechercher comme ça, et après, le fait que ça ait disparu, c'est parfois les manipulations de l'utilisateur. Voilà Gabriel, ce que je peux vous dire pour le moment. Tania, comment afficher la barre des menus avec fichier édition affichage dans Google Chrome? Merci. Alors, c'est une bonne question, Tania. J'ai jamais fait attention si elle y était ou pas. On va regarder ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans Google Chrome. Il n'y a pas de barre de menu en haut. Tout simplement. Je vais juste relire votre question pour être sûr que c'est bien ça. Comment afficher la barre des menus dans Google Chrome, c'est bien ça votre question. Donc il n'y a pas de barre de menu, c'est une volonté des développeurs du logiciel. Il n'y a pas de menu, tout simplement. Le menu se trouve lorsque vous cliquez sur les 3 points en haut à droite, et là vous avez le menu qui apparaît avec nouvel onglet, nouvelle fenêtre, historique, favoris, etc. Mais il n'y a pas de fichier, il n'y a pas de tout ça. La seule chose que vous pouvez masquer, si vous le souhaitez, c'est la barre des favoris. Je ne sais plus quel est le raccourci clavier, est-ce que c'est CTRL non, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc sinon, vous pouvez aller dans Paramètres et vous choisissez toujours afficher la barre des favoris. Si ça, c'est pas coché, les favoris vont disparaître. Voilà. Mais il n'y a pas de menu tel qu'il peut y avoir dans les autres logiciels. C'est une volonté affichée de Google. Ils n'ont pas souhaité pour justement gagner des pixels en hauteur pour pas qu'il y ait les choses des menus et de gagner de la place comme ceci. Voilà Tania. Alors sur une feuille Word, comme sur LibreOffice, mes règles horizontales et verticales sont paramétrées en centimètres. Apparaissent-elles vraiment en centimètres sur l'impression du document? Merci. Alors, je ne suis pas 100% sûr de bien comprendre votre question. Sur une feuille Word, comme sur une feuille LibreOffice, mes règles horizontales, mes règles,
horizontale et verticale sont paramétrées en centimètres. Apparaissent-elles vraiment en centimètres sur l'impression du document? Je serais tenté de vous dire oui, mais n'étant pas 100% sûr d'avoir compris votre question, est-ce que vous parlez des marges ou est-ce que vous parlez des règles? Parce que je ne sais pas, il doit y avoir... Qu'est-ce que j'ai cassé là? Je ne sais pas à quel endroit on affiche les règles, puisque c'est un logiciel que j'utilise très peu et je l'utilise vraiment pour voilà, créer des documents ponctuels, mais voilà, je le fais surtout comme je vous l'ai montré avec les tabulations, les retours arrière, etc. Et pour le paramétrage en fait des marges, je touche pas non plus au paramétrage des marges, mais bon, ça doit être possible hein, de modifier ça. Les marges qui se trouvent ici, les règles, je sais pas s'il y a des règles, je sais pas quelle version vous avez non plus de Word, est-ce qu'on a la même version? En tout cas, moi, c'est paramétré pour 2,5 tournants, donc haut, gauche, bas, droit. Et moi, c'est quelque chose qui me convient bien. Mais voilà, je ne sais pas si vous me parlez des règles ou des marges. Peut-être que c'est différent. Et peut-être qu'il y a des règles dans Word. On va regarder ensemble si plutôt à partir de là. Alors, afficher les règles dans Word. Alors, 2007. Oh, très bien. Ah, bah voilà, fantastique. Donc, ça se passe sur le bouton en haut à droite, apparemment. Je n'ai jamais fait attention qu'il y avait des règles. Bon, enfin, c'est pas grave. En tout cas, ça a l'air bon, puisque alors, le 0 commence ici. Donc, 0. Si la feuille fait 21 moins 5. 21 moins 5. Je vais le faire à la calculette, désolé. 21 moins 5. 16. Donc, voilà. On a bien 16 en hauteur. Donc, comme ça part de 0 ici, et que là, en fait, il y a moins 2,5 et plus 2,5, vu que les marges font 2,5. Là, on s'aperçoit qu'en haut, c'est bien en centimètres. Et au niveau de l'impression, bah, ça dépend vraiment de... Lorsque vous allez faire impression, moi, je vais faire ici aperçu avant impression. Voilà. Bah, ça a l'air de correspondre. Hein. On voit les règles en haut qui ont l'air de correspondre à ça. Donc, je serais tenté de vous dire que oui. Mais après, peut-être qu'il y a certaines subtilités avec votre imprimante. Est-ce qu'il y a peut-être des paramètres spécifiques quand vous choisissez d'imprimer? Je ne sais plus à quel endroit c'est. Si par exemple je fais imprimer, aperçu avant impression. Dans aperçu avant impression, vous avez encore des options qui sont en haut. Donc là, les marges, je suppose qu'elles vont être les mêmes. Voilà. Et à partir de là, vous avez certainement la possibilité de modifier. Donc il faudra que vous regardiez un petit peu dans toutes les options d'impression, parce que c'est aussi des fois les pilotes sont particuliers à chaque imprimante, pour voir si ça rajoute pas des centimètres, des millimètres. A priori, il n'y a pas de raison, mais voilà, je peux pas vous répondre à 100% de savoir si les 2,5 qui sont là sont vraiment 2,5 sur votre page. Il faudra que vous puissiez éventuellement faire un test, imprimer et mesurer avec votre règle pour voir si ça correspond bien. Et si ça correspond pas, bah, comme je vous dis, il faut que vous regardiez un petit peu dans les différentes préférences. Moi, je sais que sur mon imprimante laser, j'ai la possibilité d'agrandir ou de diminuer, c'est-à-dire de passer à 100, 110%, 90% pour afficher plus ou moins de choses. Je le fais souvent avec ma comptabilité Excel. C'est que mes tableaux Excel sont beaucoup trop grands pour rentrer sur une feuille A4, donc je lui dis de réduire l'échelle. Donc du coup, les marges ne sont plus du tout en adéquation. Donc voilà, il faut que vous puissiez regarder ça, il faut que vous puissiez regarder dans cette direction-là. Pour l'impression, sous. Robert, bonjour Cédric, Windows 7, Outlook 2007. Lorsque je double-clique sur une pièce jointe, une fenêtre s'ouvre et le pointeur souris est sur enregistrer. Peut-on modifier pour qu'il se place sur ouvrir? Alors,
Je ne pense pas. Je ne pense pas, Robert, parce que, alors, je sais plus à quel endroit ça se trouve dans les préférences. Je l'ai vu il y a pas très longtemps, on en avait parlé. C'est une préférence qui se trouve où? Là, je sais même pas où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ça. Faire en sorte que le pointeur se mette sur l'option par défaut, parce que si vous voulez, je sais pas si moi je vais pouvoir ouvrir Outlook. Je sais plus si je l'avais paramétré Outlook. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Oui, fantastique. Et au niveau donc d'une pièce jointe, bon, je vais pas avoir de pièce jointe là à ouvrir, mais si vous voulez, si je fais nouveau message, ça n'a pas non plus d'incidence. Si peut-être si je fais nouveau message, que je fais ça et que je ferme, voilà. Donc là par défaut, bon moi ma souris n'arrive pas sur ici, mais vous voyez ah bah non peut-être vous voyez pas, je vais mettre en plein écran. Donc je vais pardon. Je vais refaire. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à écrire un mail, je ferme, et donc là, j'ai une boîte de dialogue. Et si vous voulez, quand vous avez cette option que vous avez activée, qui va faire en sorte que la souris se met automatiquement à l'endroit de point de validation, elle va se mettre ici. Donc par défaut, vous voyez, quand moi je ferme un document, l'action par défaut qui m'est proposée, c'est oui. Vous voyez, on le voit, il y a 3 états, il y a 3 boutons dans cette fenêtre de validation. Il y a oui, il y a non, il y a annulé. Et en fait, par défaut, c'est oui. Vous voyez, c'est-à-dire que là, si je ne fais rien, c'est le bouton oui qui est entouré par le bleu. Donc, si j'appuie sur la touche entrée, il va faire le oui. Donc là, si j'appuie sur entrée, ça fait oui. Mais j'ai également la possibilité, si je le souhaite, d'appuyer sur la touche tabulation. Et dans ce cas-là, le fait d'appuyer sur la touche tabulation, ça va me faire passer d'un état à l'autre. Mais c'est un état provisoire, c'est-à-dire que ça ne va en aucun cas mémoriser ce que j'avais mis là. C'est-à-dire que là, vous voyez, je ferme. Je veux refermer mon mail et par défaut, il me remet sur oui. Donc je pense que ce dont vous parlez... attendez, pardonnez-moi. Robert, ce dont vous parlez, Robert, c'est que c'est l'état du bouton par défaut. Donc, je ne pense pas que vous puissiez modifier ça. En revanche, ce que vous pouvez faire, vous, si vous souhaitez, c'est-à-dire que quand vous allez double-cliquer pour ouvrir votre pièce jointe, au lieu que votre souris se place là directement, vous appuyez le nombre de fois nécessaire sur la touche tabulation pour arriver sur ouvrir et vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. De ce fait, ça va donner quelque chose comme ça. Je clique ici, j'appuie sur tabulation, j'appuie sur entrée pour faire non. Donc vous, eh bien, ça fera quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous appuyerez sur tabulation, ça va passer sur le bouton ouvrir, vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier et ça va ouvrir votre pièce jointe. Vous n'aurez même pas besoin de toucher à votre souris. Mais je ne pense pas que vous puissiez modifier le bouton par défaut de la boîte de dialogue de Windows. Peut-être je peux me tromper, mais on peut regarder s'il y a quelque chose qui est référencé comme ça sur Internet. Modifier bouton par défaut dans boîte de dialogue. Alors, boîte de dialogue, définir les valeurs par défaut, MSDN Microsoft, bouton par défaut dans une boîte de dialogue Microsoft Support. Alors, lorsque vous déclarez une boîte de dialogue, vous pouvez faire un appel à argument. Donc ça, je pense que c'est pour les gens qui font la programmation. Je pense pas que ce soit nous qui puissions modifier. C'est les gens qui créent les programmes en fait à partir des outils de Microsoft qui peuvent déterminer quel type de choses ils veulent par défaut. Donc là, je pense pas honnêtement que ce soit quelque chose qui soit envisageable. Encore une fois, je peux me tromper, mais je pense pas, Robert, que vous puissiez modifier ça. En revanche, vous pouvez utiliser... Pardon. En revanche, vous pouvez utiliser l'astuce que je viens de vous donner, à savoir appuyer sur la touche tabulation et appuyer sur la touche entrée quand vous êtes sur le bouton oui. Voilà, Robert. Mario, pour faire rouler ses anciens logiciels. D'accord. Rouler, c'est peut-être un mot du Québec. Parce que je vous avoue que
C'est pas quelque chose que j'avais entendu. Donc si c'est pour faire tourner vos anciens logiciels, Janine, voilà, j'essaie de retrouver votre prénom. Pour faire tourner vos anciens logiciels, vous avez effectivement la possibilité d'utiliser l'astuce que vous avez indiquée Mario, c'est-à-dire d'installer une machine virtuelle. Et pour installer cette machine virtuelle, vous pourrez donc récupérer le CD de Windows XP qui correspond à votre version et mettre la clé que vous avez dessus. C'est pas tout à fait autorisé, mais bon, dans ce cas de figure, je suis pas sûr que Microsoft vienne vous ennuyer pour un système d'exploitation qui n'est plus du tout pris en charge et qui vous permettrait d'avoir ça. Après, c'est pas toujours évident que ça fonctionne, hein. C'est l'émulation de Windows XP comme avec la chose de l'image virtuelle, que les clés USB sont pas forcément pris en compte, c'est pas toujours évident. Moi, à votre place, sauf si vraiment vous voulez vous séparer de cet ordinateur parce qu'il prend de la place, parce que voilà, ça vous fait un écran de plus, je pense que je garderai mon ordi sous XP. Comme ça, je suis sûr que ça fonctionne, que le matériel est d'époque, que les choses sont d'époque et que tout fonctionne. Les machines virtuelles, c'est bien, mais des fois, c'est un petit peu aléatoire. La reconnaissance des choses, l'installation des cartes réseau, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Dans le côté plus simple, ça peut être ça. Et ce que vous pouvez faire aussi, si toutefois vous voulez vous séparer de votre moniteur et de votre clavier, il existe ce que l'on appelle des boîtiers KVM qui vont vous permettre, avec un clavier, une souris et un moniteur, de piloter différents ordinateurs. C'est-à-dire vous appuyez sur un bouton et automatiquement tout va passer. C'est-à-dire que vous aurez un écran, un clavier, une souris, et vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, en fonction du boîtier KVM que vous utilisez, ça peut switcher sur différents ordinateurs. Donc il y a un certain nombre de câbles à brancher, mais c'est relativement bien expliqué quand on achète un boîtier KVM. Et à partir de là, vous appuyez sur un bouton, vous passez sur XP, vous appuyez sur un bouton, vous passez sur votre ordinateur Windows XP, sur votre ordinateur Windows 7, sur votre ordinateur Windows 10, et ça vous évite d'avoir 3 écrans, 3 claviers, 3 souris et que ce soit un petit peu contraignant. Si vous avez un grand bureau, si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci, mais sinon ça s'appelle un boîtier KVM. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Ils doivent vendre ça sur Amazon. KVM voulant dire keyboard, vidéo, mouse. Donc boîtier KVM. Voilà, donc il existe différentes choses en fonction aussi de la connectique que vous disposez derrière vos périphériques. Si vous êtes en VGA, si vous êtes en DVI, parce qu'il doit exister des boîtiers DVI, il doit même exister des boîtiers je vais y arriver, des boîtiers HDMI. Donc voilà, ça se présente sous cette forme-là. Donc là, vous avez votre premier. Là, c'est un 2 ordinateurs. Là, ça, c'est ce qui va vers la console. Et ça, c'est ce qui va vers votre premier PC, puis vers votre deuxième PC. Et là, vous avez donc pour brancher votre clavier USB, votre souris USB, le micro, etc. Et donc en façade, là il ne nous montre pas la façade, mais en façade vous avez un bouton, vous appuyez et ça passe de l'un à l'autre. Voilà, ça s'appelle un boîtier KVM si ça vous intéresse de rechercher et de découvrir un petit peu tout ça. Michel, bonjour Cédric et bonjour à tout le monde. J'ai toujours un problème, mot de passe non enregistré sur Gmail. Malgré les explications, vous avez essayé donc ce que je vous ai donné hier, Michel, les informations qu'on a trouvées, vous avez toujours ce problème-là. Est-ce que vous synchronisez, Michel, vos données depuis votre compte Gmail? C'est-à-dire, est-ce que quand vous êtes dans votre adresse email, est-ce que je vais y aller? Comment j'y suis allé hier? Je sais même plus. J'ai laissé mon adresse? Non, j'ai pas fait ça. Peut-être. Paramètres, c'est ici.
Voilà, quand vous êtes dans les paramètres, est-ce que vous avez ici, est-ce que vous êtes connecté avec votre compte? Si je partage mon écran, ce sera mieux. Est-ce que vous êtes connecté avec votre compte ici, donc votre compte, votre adresse Gmail, donc dans les paramètres de synchronisation? Peut-être qu'il faudrait regarder si vous voyez les mots de passe sont synchronisés. En théorie, tout est synchronisé. Donc si vous êtes synchronisé, dans ce cas-là, vous pouvez supprimer Google Chrome et tenter de le réinstaller pour voir si ça vient de là. Et après, quand même, ce qui me surprend, c'est qu'avec les manipulations d'hier, en théorie, vous auriez dû pouvoir le mémoriser. Mais cela dit, ce qui peut également se produire, c'est que, en fonction de ce que c'est, peut-être que le site, lui, n'autorise pas l'enregistrement du mot de passe. Ça peut aussi venir de là. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est Gmail qui ne veut pas enregistrer le mot de passe, mais en fait, c'est le site qui ne veut pas que le navigateur enregistre le mot de passe. Ça peut arriver. Sur la banque, par exemple, moi, je ne peux pas enregistrer mon mot de passe. Il faut que je le ressaisisse à chaque fois. Donc ça peut aussi faire partie des paramètres de sécurité du site sur lequel vous vous connectez, qui n'autorisent pas une mémorisation par votre navigateur de votre mot de passe. Donc ça peut aussi venir de là. En fonction du site, il faudrait que vous puissiez regarder si c'est un site de sécurité, si c'est un site un petit peu particulier. Peut-être ça peut aussi venir de là, parce qu'en théorie, si les autres mots de passe s'enregistrent, vous pourriez essayer de vous inscrire sur un site pour voir s'il est mémorisé. Et s'il est mémorisé, c'est certainement que ce que je viens de vous dire s'applique pour votre mot de passe. Sinon, je vois pas trop, Michel, ce qui pourrait faire en sorte que le mot de passe ne s'enregistre pas. Donc essayez ça, essayez de vous enregistrer sur un autre site, voir si le mot de passe, lui, s'est bien enregistré. Et si c'est le cas, et que ça ne le fait que sur ce site-là, c'est possible que le site interdise ça. Voilà, Michel. Mario, désolé, ma solution d'hier manquait de précision. Pas de souci, Mario, ne vous inquiétez pas. C'est toujours plus facile de parler que d'écrire. Et surtout là, avec la limitation des 200 caractères, donc ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas un souci. C'est plus facile de le faire de vive voix comme je le fais. Mais en tout cas, merci pour l'idée. Alors, Alex, pour Michel, purger l'historique de Google Chrome en vidant le cache et faire les manipulations que Cédric vous a indiquées hier. Vous pouvez également faire ça, effectivement, Michel, de faire ce test de purger l'historique de Google Chrome. Donc ça doit se trouver pareil dans les paramètres. Dans les paramètres, vous devez avoir dans les paramètres avancés, effacer les données de navigation. Et ça doit se trouver par là. Donc historique de navigation. Vous pouvez aussi éventuellement... Bon, vous pouvez essayer historique de navigation dans un premier temps. Comme vous le conseille Alexandra. Et de voir si ça fonctionne. Mais ça peut aussi venir de ce dont je vous disais, là, de ce site qui ne voudrait pas. Mais il me semble on avait déjà rencontré le problème et qu'avec la solution d'Alexandra, ça avait fonctionné aussi. Donc vous pouvez aussi effectivement essayer ça. Merci Alexandra. Gabriel, merci Cédric. Bah écoutez, j'espère que vous allez pouvoir retrouver votre dossier, Gabriel. Je vois pas d'autres choses. Pourquoi il aurait disparu? J'ai pas trop d'idées. Roger, bonjour, ouf, ça a été compliqué de vous rejoindre ce matin, j'ai cherché, bon week-end à tous. Effectivement Roger, il y a eu un petit souci, il y a eu un petit démarrage absolument inexpliqué puisque j'ai rien touché par rapport à hier, mais on a eu du mal à démarrer, on a commencé qu'à 18h20, le temps que je trouve une solution qui n'a pas vraiment été satisfaisante, ça fonctionne, mais je sais pas du tout ce que j'ai fait, j'ai rien fait de plus, quoi, j'ai pas fait de manipulation particulière, très étrange. En tout cas, bienvenue parmi nous, Roger. Merci Cédric, et bien avec plaisir. Alors, Mario, c'est sous Windows Vista ou plus l'utilité de la machine virtuelle pour les anciens logiciels sous Windows XP. C'est sous Windows Vista ou plus l'utilité de la machine virtuelle pour les anciens logiciels Windows XP. Certainement, Mario. Je ne vois pas trop, mais certainement. Alors, Albert, je vous vois flou, votre écran, les questions sont claires, est-ce normal?
Bah, c'est pas tout à fait normal si si tout est clair à part moi. Est-ce que moi je me vois net là à l'écran et si quelqu'un d'autre me voit flou, n'hésitez pas à vous manifester. Peut-être ça peut venir d'un problème de votre connexion internet qui n'est pas suffisante. Pourtant vous êtes en 1080, je viens de voir l'image que vous m'avez envoyée. Merci Albert. Fantastique, tout le monde est de plus en plus opérationnel. Donc voilà, Albert. C'est Alex, pardon, qui a envoyé ça à Albert, pardon. Donc Alex, merci. Donc quand vous êtes sur YouTube et que vous regardez le direct, vous pouvez cliquer donc sur la croix dentée en effet en bas à droite et choisir la qualité 1080. Néanmoins, ce n'est pas valable pour tout le monde. Ça dépend vraiment de la vitesse de votre connexion internet. Je peux essayer de vous montrer comment ça se passe peut-être ici. Si je vais dans les DAC, est-ce que c'est ça ? Ça va marcher ça ? Oh, ça marche. Donc je vais là, je me rends dans le direct. À partir de là, je suis là. Donc là, je vais peut-être mettre une pause. Oui, le temps que ça arrive. Voilà. Donc vous cliquez sur la croix ici et vous vous assurez d'être en 1080. Vous voyez là, moi par défaut, il était en 480. Bon, ça c'est juste parce que je viens d'arriver et le temps qui détecte que ma connexion est suffisamment rapide. Mais effectivement, il faut que vous regardiez ici en 1080. Et si donc votre connexion internet ne vous permet pas d'avoir cette qualité 1080, vous pouvez essayer 720 et voir moins, mais c'est vrai qu'après les choses sont floues. En théorie, moi ça a l'air d'aller ici, et sur l'écran ça a l'air d'aller aussi, donc bon, bah voilà, je sais pas. Je sais pas Albert, on verra. Le fait que les questions soient claires, ça peut venir du fait que, voilà, comme ça, les questions bougent beaucoup moins que moi. Ça peut venir de là. En tout cas, essayez éventuellement donc les manipulations qu'on vient de vous indiquer, Mario, Alexandra et moi, et ça vous permettra de voir si vous êtes bien en 1080. Et si vous avez un souci, ça peut, comme je vous le disais, venir de la vitesse de votre connexion Internet qui n'est pas suffisante. Alors Alex, j'ai deux écrans. Sur l'écran 1, je souhaite ouvrir un document A, Excel, et sur l'écran 2, un document B. Mais c'est impossible, pourtant cela fonctionne avec Word. J'ai jamais fait l'essai, Alexandra, c'est l'occasion de le faire. Donc avec Word ça fonctionne, voyons voir. Déjà on va essayer avec Word, donc là j'ouvre sur un premier, je vais créer un nouveau document. Effectivement, et je crois vous expliquer pourquoi. Et si je le fais avec Excel, ah, il est sur mon troisième écran. Donc là, mon Excel qui arrive. Alors, test A, CTRL N, test B. La raison est relativement simple, mais pas vraiment explicable. Enfin, si explicable, oui, mais pas ah, quoique. C'est que, si vous voulez, dans Excel, enfin, si tu veux, les documents dans Excel, ils s'ouvrent au sein de la même fenêtre. Alors que là, tu vois, par exemple, j'ai trois classeurs qui sont ouverts, ils sont sur la même fenêtre. Et je ne peux pas sortir de la fenêtre d'Excel en elle-même. Tu vois, donc là, j'ai mes trois classeurs. Donc là, je vais en fermer deux. Donc là, j'ai mes trois classeurs. Et là, j'ai ma fenêtre d'Excel. Et cette fenêtre d'Excel, c'est pas cette fenêtre d'Excel qui s'ouvre en deux fois. Alors que sur Word, c'est le cas. Quand j'ouvre un Word, là, j'ai bien une première fenêtre. Et si je fais CTRL N pour ouvrir un nouveau document, il va m'ouvrir une autre fenêtre complète de Word. Tu vois ? Donc là, j'ai bien complet Word, C'est pour ça que je peux l'avoir en double. Alors que Excel, il m'ouvre pas deux fenêtres Excel, il m'ouvre des classeurs au sein de la fenêtre Excel. Donc effectivement, c'est pas, on ne peut du coup, le classeur reste prisonnier de la fenêtre Excel. Alors peut-être que ce que tu pourrais faire, c'est, ah bah non, ça marche. Ah si.
Ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est agrandir ta fenêtre Excel qui est ici et la mettre donc sur tes deux écrans. Donc c'est un peu du bricolage parce que ça ne se fait pas nativement. Donc il faut étendre la fenêtre de gauche à droite. Donc là tu vas avoir une sorte de gigantesque fenêtre qui va de gauche à droite. Et là, si je fais deux documents, je pense que les classeurs, je dois pouvoir, voilà, j'ai un classeur sur un écran et un autre classeur sur l'autre écran. Je te l'accorde, c'est pas vraiment super efficace. Mais ça te permet d'avoir le résultat souhaité. C'est-à-dire que voilà, tu agrandis. L'idéal, c'est d'avoir des écrans qui ont la même résolution, parce que moi, c'est pas mon cas ici. Mais voilà, comme ça, moi, j'ai à la fois un classeur. Je vais essayer de te montrer à quoi ça ressemble. Bon, voilà, donc il faut un peu bricoler, mais j'ai bien mon classeur 1 et mon classeur 2. Et là, si je fais une capture d'écran, ça devrait arriver. Ah, il veut pas faire de capture d'écran sur deux écrans. C'est marrant, tiens. Allez, bon, on va faire autrement. C'est pas grave, je vais me mettre ici. Voilà, je vais faire Alt imprime écran. En théorie, ça va fonctionner. Je vais lancer Paint. Voilà, est-ce que là c'est bon? Oui, en théorie, je devrais pouvoir te montrer. Donc, je vais enregistrer mon image. Donc, je vais fermer ma fenêtre Excel. J'espère que ça n'a pas tout cassé. Bon, il a mémorisé la position, mais c'est pas grave. Voilà, ça devrait être bon. Je remets les choses comme elles devraient être. Je vérifie que ça fonctionne. Ça a l'air bon. Donc, voilà, visuellement, ça donne ça. C'est-à-dire que sur le premier écran, bah, c'est coupé en deux. Et là, j'ai bien mon classeur à gauche et mon classeur à droite. C'est une petite bidouille, un petit bricolage qui fait que, bah, voilà, que tu pourras avoir tes deux classeurs côte-côte sur un écran différent en ayant juste ta fenêtre d'Excel ouverte. Mais bon, c'est du bricolage. C'est rien d'autre que du bricolage. Ce sera pas tout le temps adéquat, quoi. Mais en tout cas, c'est malheureusement tout ce que je peux te proposer. Albert, merci Mario, Alexandra. Tout est revenu normal. Bon, bah formidable, Albert. Super. Alors, le message de Janine a été retiré, mais je ne vais pas pouvoir répondre. Mario a dit qu'en théorie, oui. Mais il est également possible que certains logiciels ne fonctionnent pas. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour Cédric. Comme Albert, je vous vois flou. Bah écoutez, je crois que les informations ont été données. Et puis chez Albert, c'est redevenu normal. Peut-être qu'il y a aussi le fait que si d'habitude ça fonctionne et que là ça fonctionne pas, on est aussi samedi, il est 19h et je pense que je ne connais pas les horaires d'affluence de chez YouTube, mais le samedi à 19h, je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent des vidéos sur YouTube, surtout qu'il fait un temps maussade dehors, donc voilà, c'est peut-être aussi ceci explique cela, et c'est la raison pour laquelle peut-être que les informations ont du mal à partir de chez moi, arriver chez vous et à diffuser à différents endroits. Pure spéculation, mais bon. Alors, sur Excel, clique sur affichage, nouvelle fenêtre, côte à côte pour Alex. Ah, c'est une bonne idée ça. Merci. Alors, donc, ça sera un complément, je pense, à ce que que je t'ai indiqué, Alexandra, c'est-à-dire que ça te permettra de ne pas avoir à les régler à la main. On va essayer, donc, ce que nous dit Sou. Affichage, nouvelle fenêtre, côte à côte. Alors, affichage. Alors, je vais essayer de faire les deux. CTRL-N, d'avoir deux classeurs. Classeur 1, classeur 2, non. Espace de travail. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Afficher côte à côte. Ok.
Ah, côte à côte, ça c'est réorganiser tout. Horizontal, vertical, ok, voilà. Alors, bah, j'ai pas partagé mon écran. Merci Sou pour ce truc et astuce. Donc Alexandra, tu dois pouvoir donc faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire mettre ton Excel sur tes deux écrans en tirant les bords sur le côté de ton application. Ensuite, d'aller dans affichage, d'aller dans affichage côte à côte, et là, de faire réorganiser tout. Et tu peux choisir, en choisissant vertical, d'avoir les deux fenêtres côte à côte. Au final, tu devrais avoir deux fenêtres équilibrées. C'est une bonne solution. Merci Sou. Et qu'est-ce qui se passe si je le refais? Ah bah non, il faut que je le fasse à chaque fois. Affichage. Affichage côte à côte. Bon, c'est pas très contraignant, mais en même temps, ça permet d'être pratique. Merci pour l'astuce, Sou. Formidable. Alors, Janine, merci pour vos nouvelles informations. Je réfléchis à toutes les propositions. Bonne fin de journée. Merci, Janine. Vous pouvez, avec tout ce qu'on vous a indiqué, comme vous le dites à juste titre, prendre la décision qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous souhaitez. Alex, merci pour les explications. Cédric, effectivement, ce n'est pas pratique. Oui, tout à fait. J'ai pas malheureusement d'autres solutions. En fait, ce qu'il faudrait, c'est réussir à ouvrir Excel 2 fois. Alors peut-être qu'il y a une solution pour ouvrir Excel 2 fois, avoir deux instances d'Excel ouvertes. Ah, j'ai réussi! J'ai réussi. Voilà, super. Donc en gros, par défaut, ça ne se fait pas, alors que ça se fait avec Word par défaut. Donc il te suffit simplement de lancer une première fois Excel, ça lance un premier Excel, ensuite tu fais un clic droit sur Excel, tu choisis Microsoft Office Excel et ça va t'ouvrir une deuxième fenêtre. Et donc cette deuxième fenêtre, tu pourras la mettre sur ton deuxième écran, sur ta première... Ah, j'ai pas montré. Je recommence. Donc tu lances une première fois Excel, ça te lance un premier classeur, tu fais un clic droit et tu choisis Microsoft Excel, et là ça va t'ouvrir une deuxième instance de l'application Microsoft Excel. Tu pourras mettre tes deux documents et tes deux versions d'Excel sur chacun de tes écrans. Et après, ce qu'il te suffira simplement de faire, mais ça je pense que tu sais déjà le faire, mais je vais le montrer pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est que si par exemple vous créez un document donc, que je vais sauvegarder pour qu'on puisse le retrouver, bureau, enregistrer. Alors on va voir si c'est possible. Donc ce que vous pouvez faire, là, qu'est-ce qui se passe si je ferme ça? Donc ce que vous pouvez faire, c'est glisser le document que vous avez directement dans l'application, et là ça va ouvrir votre classeur, directement votre classeur Toto. Et sinon, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que ça ne marche pas forcément avec toutes les applications. Ce que vous pouvez faire également, c'est glisser votre classeur vers l'application. Et à ce moment-là, ça ne va pas l'ouvrir. Donc là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc il vous faudra lancer votre classeur Excel et éventuellement donc cliquer glisser votre feuille ici. Et là, clic droit, Microsoft Excel, et vous avez bien deux entités distinctes de Microsoft Excel. Finalement, la solution est là. Merci Sou pour cette solution d'avoir deux choses à l'écran. Ça peut être pratique aussi si vous avez un écran très large. Il existe des écrans 21/9, c'est ce que j'avais avant. C'est assez pratique. Ça vous permet d'avoir un écran très large qui vous permet d'afficher 2 pages côte à côte. Et avec la technique de Sou, ça prend tout son sens. Mais en tout cas, voilà, finalement en creusant un peu, Sou, ça ne fonctionne pas pour avoir 2 fichiers sur 2 écrans différents? Alexandra, ça me paraît bizarre. Alors, il faudrait que j'ai 2 fichiers Excel. Bon, je viens bien sûr de jeter Toto. Donc, on va créer Toto et Tata. Toto. Mais en tout cas, Alexandra, t'as vu comment j'ai fait. En théorie, ça doit fonctionner chez toi. Hein. Enregistrer. On va mettre Tata. Enregistrer sous. Voilà, donc là j'ai Toto et Tata, et si...
Non, ça n'a rien à voir avec la calculatrice, c'est Excel. Voilà, Excel. Donc si je glisse ici mon premier document et que je fais la technique dessous, affichage, afficher fenêtre côte à côte, voilà, j'ai bien mon Tata qui est à gauche, et si je mets là, je dois avoir mon Toto. Ben voilà, il est là, donc ça, je peux fermer ce classeur là. Et là, je fais donc afficher côte à côte et réorganiser tout en vertical. Ok, voilà. Donc ça fonctionne, Alexandra. Tu peux bien avoir Tata et Toto qui sont dans un même bateau. Je sais pas ce qui se passe si Tata tombe à l'eau. Voilà, dans ce document Excel, tu as bien les deux classeurs distincts avec les feuilles qui sont propres à chacun. Donc tu peux même faire du multifeuille sur chaque classeur, ce qui est en théorie logique, quoi. Voilà, mais peut-être, je sais pas quelle version tu as, Alexandra, d'Excel. Peut-être c'est pas la version 2007. Moi, je suis sur la version 2007. Voilà. Alors, on peut aussi les mettre en synchrone. Ok, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, deux fichiers sur deux écrans différents. Super, Cédric, ta technique, ça marche. Un grand merci. En ouvrant un Excel une deuxième fois. Bah super, génial, content que ça fonctionne. ça sera plus simple certainement pour les différentes choses que tu mets en place et que tu as certainement à faire. La méthode dessous ne me convient pas car cela reste sur le même écran. Ah oui, d'accord, je comprends. Bon, en tout cas, l'important c'est d'avoir trouvé une solution et donc voilà, bah, c'est super. Bon, bah c'est super. Quelle heure est-il? 19h09, on a fait un peu le tour, on a fait un petit peu d'extra, mais normal, puisqu'on avait commencé en retard. Donc bah voilà, si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Ok, Alexandra, Excel 2007, donc comme moi, donc c'est normal que ça fonctionne pareil. Donc bah on va se dire demain. Demain, nous serons dimanche 5 mars. J'espère que tout va bien se passer. C'est même pas que je suis arrivé en retard aujourd'hui. Hein. Je voulais même être en avance. À 17h30, j'ai commencé, mais pendant 45 minutes, j'ai été incapable de faire fonctionner ça. Donc, en tout cas, l'essentiel, c'est que ça ait fonctionné, que vous ayez pu être là. Et puis, ben, on se verra donc demain à 18h, demain dimanche 5, pour le Demande à Cédric numéro 58, me semble-t-il. Donc, ben voilà. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été patient pour ce démarrage un petit peu difficile. Et puis, comme le veut la tradition, vous le savez maintenant, je vous dis à demain. Au revoir.